Bonjour à tous, ici Sasa qui vous accueille pour le décryptage, premier épisode d'une série sur le portefeuille d'identité numérique à Taïwan. Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque c'est l'un des projets phares de la Commission européenne, la mise en place d'un portefeuille d'identité numérique sur les téléphones portables pour lequel un cadre juridique a déjà été adopté par l'UE. En France, il est fonctionnel depuis 2024, basé sur l'application France Identité et devrait évoluer à la fin de l'année pour devenir interopérable avec ceux des autres pays de l'Union. Ce portefeuille virtuel permet de stocker sur son téléphone portable ses papiers d'identité et à terme encore d'autres documents tels que les diplômes afin de prouver son identité, son âge, ses compétences, etc. auprès des services publics et de certaines entreprises. À Taïwan, le portefeuille d'identité numérique existe depuis fin 2025 et on en trouve dans différents pays, fonctionnels ou en développement, puisqu'il s'agit d'un projet promu au niveau international, notamment par la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Forum économique mondial. Dans cette série, nous verrons quelles sont les différences entre le portefeuille d'identité numérique taïwanais et son équivalent français. À travers l'expérience de Taïwan, nous nous pencherons aussi sur ses avantages et sur ses risques. Enfin, nous verrons en quoi il constitue une pièce d'un puzzle qui représente un changement de paradigme. Pour en comprendre les tenants et aboutissants, il faut commencer par parler de la carte d'identité à puce, un projet que le gouvernement taïwanais comptait lancer en 2020 sous le nom de New EID et qui a été suspendu en raison de nombreux problèmes soulevés par la société civile. J'ai interviewé à ce sujet Zhou Guanru de l'Association taïwanaise pour les droits humains. Elle m'a tout d'abord expliqué que ce projet gouvernemental se distingue du certificat de personne physique, Ziranren Pingzheng, qui existe à Taïwan depuis 2003. Ce certificat de personne physique est une carte à puce accompagnée d'une application qui permet de signer électroniquement les documents avec une vérification renforcée de l'identité. Mais peu de gens l'utilisent parce que cette carte n'est pas facile à obtenir. Il faut en faire la demande auprès du ministère de l'Intérieur et son champ d'application est assez restreint. Par ailleurs, il faut noter que la carte de sécurité sociale taïwanaise est déjà en soi une forme de carte à puce. Mais le projet de New EID du gouvernement concernait la carte d'identité. En 2020, les autorités ont annoncé que tous les Taïwanais devaient en changer pour obtenir une carte d'identité à puce, Jingpian Shenfengzheng, aussi appelée carte d'identité numérique, Shuwei Shenfengzheng. La France, sous l'impulsion de l'Union européenne, a mené un projet similaire à la même époque. Désormais, les cartes d'identité françaises délivrées après 2021 sont des cartes à puce. Cela reste une carte physique, mais elle contient une puce qui stocke les données d'état civil et les données biométriques de la personne, photos et empreintes digitales. À Taïwan, en revanche, ce projet porté par le ministère de l'Intérieur n'a pas abouti. Les détails de Zhou Guanru. À l'origine, la carte d'identité taïwanaise est une carte en plastique. Le gouvernement avait le projet de la transformer en une carte à puce en l'an 2020 et voulait aussi lui conférer la fonctionnalité d'identité numérique. Au départ, il voulait y insérer un certificat de personne physique. Mais chaque citoyen doit avoir une carte d'identité, donc cette mesure serait devenue obligatoire. Les citoyens n'auraient pas eu la possibilité de choisir une carte sans puce ou dont la puce ne contient pas d'informations. Cette nouvelle EID aurait été une carte à puce qui pouvait être scannée, mais qui ne nécessitait pas d'application mobile. À l'époque, le gouvernement s'apprêtait à la lancer. Or, notre association de protection des droits humains avait déjà souligné, dès sa phase de conception, qu'il fallait un cadre juridique pour déterminer clairement ses fonctions et notamment les conditions dans lesquelles les données de la puce pouvaient être récoltées. Par exemple, de nombreux sites marchands peuvent exiger des utilisateurs qu'ils donnent leur numéro de carte d'identité pour créer un compte ou bénéficier de réductions. Or, les numéros de la carte d'identité taïwanaise sont très difficiles à modifier auprès de l'administration. Et une fois divulgués ou fuités, il est alors facile pour l'organisme qui l'a obtenu de le relier à d'autres données sur la personne afin d'en dresser un profil précis. C'est pourquoi à l'époque, nous estimions que ces pratiques devaient être encadrées par la loi. Mais le gouvernement considérait que si l'utilisateur donnait son consentement, c'était sa responsabilité. Selon nous, beaucoup de gens donnent leur numéro de carte sans se rendre compte des implications.
et les données contenues dans la puce qui pouvaient être scannées incluaient également des fichiers électroniques de photos d'identité. Par ailleurs, pour chaque démarche effectuée, la validité de la carte d'identité à puce devait être vérifiée. Cela requérait donc une transmission des données pour que l'administration puisse informer les entreprises ou organismes vérifiant la carte si celle-ci était valide. Cela générait des horodatages, des empreintes numériques permettant à l'administration d'obtenir des informations sur les activités des administrés. Comment ces données devaient-elles être gérées ? À chaque fois qu'on utilise une telle carte, cela laisse une empreinte numérique. Qui peut y accéder ? Combien de temps la conserver ? À quelle fin ces données peuvent-elles être utilisées ? Le gouvernement n'avait pas mentionné ces points et ces questions n'étaient pas non plus clairement traitées par la loi. À l'époque, les associations militaient alors pour la création d'une autorité indépendante de protection des données avant le lancement de cette nouvelle EID à puce. Mais cela ne s'est pas fait. D'ailleurs, une telle autorité n'existe toujours pas à l'heure actuelle. En plus, il faut dire aussi qu'à l'époque, il était prévu que le renouvellement de la carte d'identité en une carte EID aurait été obligatoire. Et le ministre de l'Intérieur avait même déclaré que toute personne n'ayant pas fait le renouvellement avant les élections ne pourrait pas voter. En effet, pour certaines démarches, la carte d'identité est obligatoire à Taïwan, comme voter, passer des examens nationaux, se présenter à une fonction publique ou obtenir un permis de conduire. Or, le gouvernement estimait qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul format de carte d'identité et que chacun devait donc en changer. Il faut préciser qu'à Taïwan, cette carte à puce devait stocker de nombreuses informations telles que le nom des parents, du conjoint, des enfants, le statut vis-à-vis du service militaire, etc. Elle devait aussi potentiellement inclure une puce RFID dont certains risques avaient été pointés du doigt par des spécialistes en cybersécurité. Alors qu'il y avait de sérieuses préoccupations sur l'accès de l'administration aux données privées des Taïwanais et sur les risques de fraude, on a aussi appris que certains fabricants de la chaîne d'approvisionnement de cette carte à puce étaient basés en Chine ou à Hong Kong. Ils auraient ainsi potentiellement pu obtenir des informations sur ces cartes d'identité électroniques taïwanaises. Autant de raisons pour lesquelles le fait de vouloir rendre cette carte obligatoire a provoqué une levée de boucliers. À l'époque, le gouvernement taïwanais et les partisans de la carte d'identité à puce voulaient s'inspirer du modèle estonien parce que, comme Taïwan, l'Estonie est menacée par son grand voisin et ce pays est très avancé dans le déploiement de l'identité numérique. Mais selon Zhou Guanru, ce n'est pas forcément une bonne idée. Je pense que c'est trop simpliste de prendre l'Estonie comme modèle, car le système d'identité en Russie n'a rien à voir avec celui de l'Estonie. En revanche, celui de la Chine et de Taïwan sont très proches. En plus, l'Estonie est un pays peu densément peuplé, qui a peut-être besoin du numérique pour faciliter certaines démarches dans les zones reculées. Mais Taïwan est un pays densément peuplé. Les conditions et les besoins sont différents. Par ailleurs, il y a eu plusieurs problèmes avec l'identité numérique en Estonie. Mais la plus grande différence, c'est que l'Estonie a mis en place ce système dans un contexte où la réglementation à ce sujet était déjà bien développée, ce qui n'est pas le cas à Taïwan. Donc, on peut étudier l'expérience de l'Estonie, mais faire du copier-coller n'est pas une bonne idée. Même si nous avons aussi un grand voisin menaçant, les conditions ne sont pas les mêmes. Suite aux inquiétudes suscitées par les cartes d'identité à puce, plusieurs comtés et villes ont refusé de participer au projet, puis le ministère taïwanais de l'Intérieur a décidé de le suspendre début 2021. Le gouvernement a dû indemniser les entreprises contractantes pour l'équivalent de plusieurs millions d'euros. Avec la menace d'annexion de Taïwan par la Chine, mais aussi en cas de durcissement du régime à Taïwan, le système d'identité numérique pourrait devenir un outil de surveillance et de contrôle de la population. Il est donc important, selon l'Association taïwanaise des droits humains, qu'il y ait des garde-fous tant au niveau technique qu'au niveau du cadre juridique. Or, si le projet de carte d'identité à puce a été suspendu, le ministère du numérique taïwanais a lancé fin 2025 un portefeuille d'identité numérique. Certes, ce n'est pas l'équivalent de la carte à puce. Nous verrons la semaine prochaine quelles sont les différences avec le projet initial. Le gouvernement affirme qu'il n'est pas obligatoire, mais il y a au moins un point commun, que ce soit pour la carte d'identité à puce ou pour le portefeuille d'identité numérique, ni le gouvernement ni le Parlement n'ont établi de cadre juridique spécifique au préalable.
C'est l'une des différences avec le modèle de portefeuille d'identité numérique européen dont s'inspire pourtant Taïwan. Je vous donne donc rendez-vous dans le décryptage de jeudi prochain pour comprendre en quoi consiste ce portefeuille d'identité numérique taïwanais.